Bonjour Olivier Falorni, merci d'être présent aujourd'hui pour ces échanges du pacte économique. Nous allons donc nous entretenir une vingtaine de minutes autour de 4 questions identiques pour tous les candidats. Je précise que vous êtes arrivés en tête au premier tour à La Rochelle. C'est bon, vous êtes prêts? Absolument. D'abord, merci de l'initiative que vous avez prise, qui, je pense, est très intéressante et en plus qui permettra d'éviter quelques écueils que nous avons vécus au cours des débats médiatiques de cette semaine où les candidats parfois s'interpellaient et non seulement se contredisaient, c'est la logique du débat démocratique, mais s'interrompaient. Et je pense que ça n'est pas forcément une bonne chose pour la compréhension du débat. Donc merci à la Chambre de commerce et d'industrie de nous accueillir ici. Nous étions ensemble il y a quelques semaines pour le bilan de l'année. Et puis je veux saluer la démarche du MEDEF, le dynamisme du MEDEF à travers l'action de Laurent, de Martial et de toute son équipe, parce que vous avez su redynamiser le MEDEF en Charente-Maritime, et c'est important et ce sera important. J'aurai l'occasion d'aborder peut-être à travers la première question la nécessité d'avoir des interlocuteurs économiques réguliers, identifiés, légitimes et représentatifs. Donc merci de cette initiative. Merci, vous allez pouvoir vous exprimer en toute sérénité ici avec nous. J'en suis convaincu. Première question. Quelle sera votre première décision pour l'économie locale dans les 100 premiers jours? Alors, ce sera d'abord notre première décision, parce que je veux saluer 3 de mes colistiers ici présents, issus du monde de l'entreprise, Oksana Klech, Nicolas Dubois et Patrice Allary qui m'accompagnent ce matin. Donc, ça sera notre première décision. Alors, vous savez, d'expérience, et même étant un peu féru d'histoire, je sais que les 100 premiers jours, ça finit toujours mal. Les 100 jours, de Napoléon jusqu'à certains premiers ministres qui fixaient ce cap pour mener une politique, en général, n'obtenaient pas forcément de bons résultats parce qu'on construit une politique publique que dans la durée. L'avantage d'un mandat municipal et communautaire, puisque aujourd'hui, le système d'élection est un petit peu, j'allais dire, étrange, dans le sens où nous faisons une campagne pour être élus sur une commune et que nous évoquons beaucoup de sujets qui relèvent plus de la communauté d'agglomération, et notamment dans le domaine économique. Ce sont des prérogatives qui relèvent de la CDA. Donc c'est une campagne qui à la fois parle de la CDA, même s'il n'y a pas d'élection directe, ça serait une élection au 3e tour. Concernant les 100 premiers jours, j'allais dire, le temps sera compté, mais nous aurons un mandat de 7 ans probablement. Donc cela laissera du temps pour construire des politiques publiques dans la durée, et je pense que c'est précieux. Pourquoi 7 ans? Parce qu'un mandat c'est 6 ans, et il est probable que l'année présidentielle de 2032 prolongera le mandat municipal. Moi, la première mesure que je prendrai, rapide, simple, c'est justement de créer une instance de concertation officialisée avec les différents acteurs économiques. Je crois qu'on a besoin d'avoir une structure d'échange régulier avec tous les acteurs représentatifs du monde économique. Le MEDEF en fait partie, parce que j'ai bien compris à travers les échanges qu'on a eus avec différents acteurs économiques, dont votre organisation, que parfois vous appreniez des décisions d'importance pour le développement économique après, notamment en termes de fiscalité, je le sais, mais pas que. Et donc, cette instance de concertation aura vocation non pas à décider à la place des élus, je veux le dire aussi clairement, chacun dans son rôle, et si nous sommes élus par le peuple, c'est pour prendre des décisions. En revanche, ces décisions, elles doivent être éclairées par le débat public, mais aussi par la discussion entre organisations professionnelles compétentes et légitimes. Et j'y veillerai évidemment dès le début de mon mandat, donc dans les 100 premiers jours, je mettrai en place cette instance de concertation et qui se réunira régulièrement avec
le président de l'agglomération évidemment, le vice-président en charge du développement économique et les différents acteurs qui voudront s'y impliquer. Merci. Alors, de manière un peu plus large, quel engagement ou quels engagements vous prenez ici aujourd'hui face aux entreprises dans le cadre des thématiques de notre pacte économique? Donc, ces thématiques sont le logement, la mobilité, la fiscalité et le foncier d'entreprise. Oui, vous avez listé finalement 4 enjeux majeurs et j'avais déjà été amené à répondre par écrit à votre questionnaire extrêmement précis il y a quelques semaines. La question du logement, évidemment, est une question qui vient régulièrement dans les interpellations que l'on reçoit de nos concitoyens. Habiter sa ville est évidemment un enjeu et un objectif pour beaucoup de Rochelaises et de Rochelais, mais pour ceux aussi qui veulent venir s'implanter sur notre territoire, développer une activité économique. Combien de renoncements, à la fois d'acteurs du secteur privé comme du secteur public, non pas parce que le territoire n'est pas attractif, mais parce qu'il est difficile de s'y loger. Et ça, c'est un vrai regret de ma part. Dans notre programme, nous avons évidemment un certain nombre de mesures, j'allais dire une boîte à outils en matière d'accès au logement. Je suis devant vous aussi avec l'humilité qui convient, je crois, d'avoir, parce que s'il y avait la recette magique, ça se saurait. S'il était possible de résoudre des problématiques aussi lourdes que l'accès au logement en un claquement de doigts, je crois que mes prédécesseurs l'auraient fait. Donc, je viens devant vous avec mon équipe, avec l'humilité de vous dire que nous essaierons un certain nombre de mesures. Si elles devaient s'avérer être de fausses bonnes idées, nous y renoncerons. Et justement, l'intérêt de l'instance que nous voulons mettre en place, c'est aussi se nourrir d'autres idées qui viennent d'organisations comme la vôtre. Sur le logement, d'abord, je pense qu'il y a un enjeu, c'est de pouvoir construire plus de logements accessibles aux ménages à revenus médians. C'est un des enjeux majeurs. On a un parc de logement social qui est important à La Rochelle. Il y a une forte demande aujourd'hui encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de logements sociaux, on imagine parfois que ça ne s'adresse qu'à des gens à revenus très modestes, mais en fait, beaucoup de gens sont éligibles au logement social et beaucoup ne peuvent pas y accéder. Je crois que la collectivité territoriale doit aussi pouvoir, dans un certain nombre de cas, avoir la maîtrise foncière des terrains publics pour pouvoir mener des politiques aussi telles qu'elles le souhaitent. Et puis, parmi les outils que nous voulons tester, ils sont testés dans d'autres lieux, dans d'autres communes. Je pense à L'Houmeau, je pense à l'île de Ré, dont j'ai l'honneur d'être le député, territoire important, qui ont développé ce qu'on appelle le bail réel solidaire dans certaines zones tendues. C'est un outil parmi d'autres, évidemment. Concernant la réglementation des meublés de tourisme, qui est un sujet récurrent à La Rochelle, moi je veux dire 2 choses. D'abord, nous avons besoin de meublés de tourisme à La Rochelle. Voilà, la logique qui pointerait du doigt, par définition, par principe et par dogmatisme, des propriétaires qui, pour compléter leur retraite ou parce que c'est un complément de revenu, seraient privés de louer de façon saisonnière, me semble être une mauvaise idée, parce qu'elle serait contre-productive, parce qu'il s'agit d'avoir des logements sur le marché. Et puis on a besoin d'accueillir des touristes dans cette ville. En revanche, je pense que le seuil a été dépassé. Alors, je ne parlerai pas de seuil de tolérance, même si ça a des impacts aussi sur la vie collective dans notre ville. Parce que quand vous avez dans le même immeuble des locations saisonnières et des gens qui vivent à l'année, ce ne sont pas les mêmes modes de vie et ça peut être vraiment problématique. Donc ça a un impact aussi sur la vie citoyenne. Mais on a besoin de plus de locations à l'année. Et c'est vrai que le déséquilibre s'est creusé au fil des ans. Et donc je pense qu'effectivement, et j'ai voté une loi
pour réguler les meublés de tourisme, et je veillerai à ce qu'ils soient régulés, mais avec une logique plus incitative, plutôt que la réglementation aujourd'hui que je trouve punitive et parfois même exorbitante dans les exigences, parce que compenser par un autre logement, c'est souvent impossible pour le propriétaire, et donc ça a un effet finalement contre-productif, parce que ça assèche le marché des locations. Et puis enfin, simplifier l'accès aux aides. Nous voulons ouvrir un guichet unique de l'habitat et du logement, et puis pouvoir créer un dispositif de tiers financement pour faciliter les travaux de rénovation, d'amélioration thermique et d'accessibilité au logement. Je complète le point sur la logique plus incitative. Nous souhaitons avoir une prime de reconversion d'usage pour les locations, pour les propriétaires, les petits propriétaires, hein, évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont 15, 20 logements, mais pour pouvoir inciter les propriétaires à remettre sur le marché des locations à l'année. Mais ça passe par aussi un dispositif qui me semble peut-être encore plus efficace que la prime de reconversion, c'est-à-dire une garantie de revenus. Parce que beaucoup de propriétaires ont peur de louer à l'année, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les loyers de façon régulière, et donc on a besoin de sécuriser ce dispositif. Matière foncière. Alors, je n'ai pas évoqué la question de la mobilité, pardonnez-moi, j'espère vous m'interrompez hein, si je suis trop long, je vois pas, j'ai pas de chronomètre. La question de la mobilité, elle est importante pour l'activité économique, évidemment, mais pour les habitants que vous êtes aussi. C'est un enjeu pour l'emploi, c'est un enjeu pour la compétitivité. C'est l'histoire de notre ville. Hein. Notre ville, elle a des racines millénaires et elle a toujours combattu un phénomène qui est lié à sa géographie, c'est-à-dire l'enclavement. Voilà, donc l'enclavement est évidemment quelque chose qu'il faut en permanence, j'allais dire empêcher. Donc il y a eu des politiques publiques ambitieuses, l'arrivée du TGV et bien d'autres mesures. Et je crois qu'on a à la fois besoin sur le territoire de notre agglomération de structures de mobilité qui permettent à un certain nombre de chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier de transports plus faciles pour ceux qui, venant de Paris, peuvent avoir, et j'en croise beaucoup dans le train, le fréquentant souvent, peuvent avoir l'envie légitime de s'installer à La Rochelle. Encore faut-il que la desserte soit bien assurée. La SNCF, je le dis, hein, sans vouloir polémiquer, n'a pas tenu ses engagements, notamment en ce qui concerne le nombre de trains rapides, puisque nous avons participé au financement de la ligne qui visait à à éviter la gare de Poitiers et donc à avoir des lignes directes. La communauté d'agglomération avait participé au financement sur des engagements de la SNCF qui devait offrir plus de lignes de ce type-là qui sont fort commodes quand vous prenez le train le matin ou le soir. Et je veillerai à batailler avec la SNCF, même si c'est un mastodonte, pour faire en sorte que ces lignes soient assurées. Et puis, pour évoquer plus spécifiquement La Rochelle, puisque je suis candidat à la mairie de La Rochelle, moi, je suis très attaché à ce poumon économique qu'est le centre-ville. Le commerce rochelais, il n'est pas qu'en centre-ville, et je veillerai à ce qu'il puisse exister partout, et notamment dans les quartiers. D'ailleurs, il y a des quartiers qui ont besoin de commerce de proximité et qui n'en disposent pas aujourd'hui ou pas assez. Et notamment, je sais que dans ce quartier de la Font-Borgard, il y a des enjeux pour le commerce, comme il y a un gros enjeu pour le quartier de Tadon, qui, en matière d'enclavement, subit la fermeture du pont de Tadon. Et moi, je ne veux pas que les halles du marché central soient le pont de Tadon de demain. C'est-à-dire qu'on soit amené à fermer ces halles pour péril imminent, parce qu'on n'aura pas su anticiper le délabrement de cette structure, qui appartient aussi à notre patrimoine, hein, je le rappelle. Ce sont des structures du 19e siècle, inspirées de Baltard, des marchés parisiens de Baltard, et qui est un poumon économique de notre ville, et qui fait rayonner le centre-ville, l'activité du centre-ville. Et puis nous veillerons
à faire en sorte qu'il soit plus facile d'accéder au centre-ville. Là aussi, avec humilité, hein, ça n'est pas simple, parce qu'à la fois, il faut continuer des politiques publiques qui n'entraînent pas un déversoir à voiture, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les Rochelais arrêtent de me dire nous sommes Rochelais, nous n'allons plus à La Rochelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette logique finalement de barrière invisible qui ferait que lorsqu'on habite dans les quartiers, le centre-ville est devenu presque inaccessible et où finalement les portes historiques de nos villes où on devait payer l'octroi seraient à nouveau des frontières invisibles mais bien réelles. Et pour cela, nous allons tenter là aussi un certain nombre d'expérimentations et notamment la possibilité évidemment de pouvoir accéder à vélo avec des pistes cyclables sécurisées, faire en sorte que le piéton soit plus en sécurité sur la voie publique, faire en sorte aussi qu'on puisse se stationner à proximité avec 2 parkings silos qui seront installés l'un en face de la gare, l'autre sur l'île aux Joffres, avec l'expérimentation du transport gratuit le samedi, je dis bien le samedi, pour voir si les gens peuvent reprendre le bus et aller consommer en centre-ville. Il y a eu une expérimentation faite par la municipalité précédente pour le premier samedi du mois. Nous testerons le samedi gratuit toute l'année. Si il s'avérait qu'au bout d'1 an ou 1 an et demi, il n'y a pas plus de gens dans les bus après qu'avant, nous y renoncerons. Mais nous voulons faire en sorte que les gens puissent aller consommer en centre-ville. C'est aussi la condition de notre développement économique de La Rochelle. Je n'entrerai pas évidemment dans des débats qui relèvent de l'agglomération. Et comme je l'ai dit, moi, si je suis, comme c'est fort probable, si je suis évidemment élu maire de La Rochelle, le futur président de l'agglomération, je ne me comporterai pas comme le super maire de l'agglomération. Voilà. Le maire de La Rochelle a vocation à être le président. Pour autant, il y a 28 communes et je travaillerai en concertation avec eux. Et je ne suis pas là pour dire ce qui se fera partout sur le territoire sans avoir évidemment leur avis. C'est aussi un principe de concertation, comme je l'évoquais, avec les acteurs économiques. Très bien, merci. Vous avez répondu pratiquement complètement à ma question suivante. Je vais quand même la réévoquer pour tout le monde. C'était donc effectivement l'idée de créer une instance d'écoute de la voix des entreprises, de coopération. Donc là, oui, je pense effectivement que c'est une mesure indispensable pour éviter en amont certaines erreurs, pour expliquer aussi certaines décisions, parce que dans certaines situations, nous serons peut-être en désaccord, parce que nous ne portons pas toujours les mêmes intérêts. Il y a les intérêts économiques, et puis il y a notre rôle qui est de mettre en avant l'intérêt général. Mais je pense que finalement nos intérêts se complètent parce que vous êtes des acteurs de la vie économique, mais vous êtes des acteurs de la vie tout court. Voilà, vous êtes des citoyens et donc vous avez aussi des demandes, des exigences qui relèvent de la vie quotidienne. Donc je suis convaincu que si on prend le temps de s'écouter en amont, on peut avancer plus vite. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que la concertation en amont est par définition une perte de temps. Alors, il ne faut pas que ces concertations aboutissent finalement à ce qu'aucune décision ne soit prise. Et je suis comme n'importe quel être humain, j'ai des qualités, j'ai des défauts, je ne les aborderai pas aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale, donc c'est comme pour un entretien d'embauche. On évite de parler trop de ses défauts et sans trop mettre en avant ses qualités non plus, par humilité, comme je l'ai dit. Pour autant, je pense avoir peut-être 3 capacités utiles pour pouvoir diriger une mairie et une agglomération. C'est de savoir écouter, c'est de savoir fédérer et de savoir décider. Et je pense que écouter, fédérer, décider, ce sont 3 éléments clés pour mener des politiques publiques efficaces. Et quand je dis écouter, c'est justement l'inverse de s'entêter. On a payé cher l'entêtement sur un certain nombre de dossiers. Je pense notamment
à un dossier structurant pour notre territoire, parce que l'accès aux soins est aussi une condition de notre attractivité économique, on le sait bien. Et le nouvel hôpital est un enjeu majeur pour notre territoire. C'est un des grands projets structurants du XXIe siècle pour La Rochelle et pour son territoire. Et donc je me battrai pour que l'on puisse construire ce nouvel hôpital. Alors là aussi, on parlait des 100 jours, je ne vais pas dire, là, il ne faut pas que ce soit les 100 ans, mais c'est un projet à 10 ans, pas à 100 jours. Pour autant, il faut commencer tout de suite. Donc je me rapprocherai sans tarder de la nouvelle maire d'Étré, puisque cette nouvelle hôpital a vocation à s'installer sur la commune d'Étré, me rapprocher de la présidente du département, deux acteurs avec qui, hélas, la mairie de La Rochelle est aujourd'hui en conflit, et c'est dommageable pour notre territoire. Et je suis particulièrement bien placé, parce qu'il se trouve que j'ai quand même un certain nombre de réseaux à Paris. Je connais très bien la ministre de la Santé. Quand il va falloir aller lui dire Madame la ministre, on a besoin de 440 millions d'euros de dotation, puisque le projet est à peu près à 800 millions d'euros, il vaut mieux y aller groupé, solidaire, et il vaut mieux avoir un interlocuteur principal, en l'occurrence votre serviteur, qui à la fois la connaissent bien et connaissent tous les décideurs nationaux au gouvernement et à Paris, parce qu'on sait bien, notre pays malheureusement reste encore centralisé, et qu'il vaut mieux avoir des contacts fructueux et utiles à Paris lorsqu'on dirige un territoire comme celui de La Rochelle. Tout à fait. Dernière question, et nous arrivons à la fin du temps. Pourquoi votre projet est-il le plus favorable aux entrepreneurs et à l'emploi local? Assez rapidement. Alors, vous savez, l'humilité, là aussi, me commande à dire que chaque candidat qui sera devant vous exposera les raisons pour lesquelles celui-ci leur semble le meilleur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec mes colistiers, qui ont, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez, ont une vision très claire de la vie économique, et moi, j'ai souhaité que ma liste ne soit pas une liste de partis politiques, ne soit pas un étalage de logos, mais soit une équipe basée sur les compétences. Moi, je n'ai pas demandé, je ne suis pas un commissaire politique, je n'ai pas demandé à chacune et chacun de mes colistiers et colistières pour qui ils votaient aux élections nationales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour de cette ville et la volonté de développer économiquement le territoire. Et donc, je me suis rapproché aussi de certaines personnalités que j'ai pu connaître, et parfois d'ailleurs dans des instances comme la vôtre, et dont j'ai découvert les compétences. Et je me suis rapproché d'elles pour faire en sorte que, avec moi, mes propres compétences, mais aussi avec mes propres insuffisances, de pouvoir m'appuyer sur un certain nombre d'acteurs à La Rochelle, mais aussi au niveau de l'agglomération. Et je travaillerai en lien étroit avec les maires, avec les élus de ce territoire, parce que si l'on veut avancer à l'échelle du territoire pour l'économie, ça ne sera pas moi tout seul, ce sera 28 communes main dans la main qui pourront dialoguer, échanger avec les autres territoires, parce que nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition avec les autres agglomérations. Mais il faut pour autant échanger. Moi, je crois au dialogue fructueux, par exemple, avec Niort, avec Rochefort. Il faut qu'on puisse développer cette forme de métropole urbaine, informelle, mais qu'il faut, je crois, réanimer, parce que nous ne devons pas être uniquement des concurrents, mais aussi des partenaires. Et c'est un enjeu pour moi de faire en sorte que ce territoire rayonne. Vous savez, La Rochelle est riche d'une longue histoire. C'est une ville de taille moyenne, 80 000 habitants, et je ne souhaite pas que cela devienne une ville de 100 000 habitants ou que sais-je. C'est une ville de taille moyenne, et c'est pour ça aussi qu'elle est attractive. Mais par contre, je souhaite que ce soit une grande ville, de taille moyenne, mais une grande ville, qui continue à rayonner en France et dans le monde. C'est aussi un de mes objectifs. Merci pour ce mot de la fin, Olivier Falorni, et bon courage. Merci à vous, et merci de votre attention.